la peur fige en fait. Ouais, les patrons, les patronnes de PME, ils nous disent arrêtez de dire que ça va mal parce que ça va finir par être vrai. Le monde de l'invest et le monde du corpo arrête cet attentisme et relance la machine, quoi. On a à peu près, je sais pas, sur 10 ans, on a dû avoir un peu plus de 600 000 clients. On injecte à peu près 60 milliards par an dans l'économie. Par an, dont 4 milliards parce qu'on est dans ton podcast sur de l'invest. Il y a pas mal de mauvaises langues qui pourraient dire à quoi ça sert. Ça, c'est de l'argent public, on finance ces entreprises. Il y a deux choses qui sont importantes. J'aimerais bien savoir ton avis personnel sur est-ce que c'est bien de financer cette économie, pourquoi. Et puis surtout, rappeler ce qu'on ne rappelle jamais assez, que BPI France, c'est rentable. Ouais. Et donc, on fait 1 milliard de résultats par an, et notamment en fait, grâce à l'invest. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission et ce nouvel épisode de Entretien avec un VC, eh bien, le podcast, le média qui décrypte les coulisses de l'investissement, mais également qui explore surtout les dynamiques tech, économiques et politiques qui façonnent notre écosystème. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Noronha. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin. Julien, c'est le directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France depuis maintenant janvier 2023. Et puis, c'est également, et ça j'aime bien, c'est pas la première fois que je reçois un invité qui est maintenant dans le côté public, mais qui était intrapreneur ou entrepreneur avant. Julien, lui, était entrepreneur, cofondateur de WeDoBiz en 2010. Il a rejoint ensuite BPI France en 2018 et pilote aujourd'hui la stratégie et la communication du groupe. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Alors, il organise notamment, et on va en discuter tout le long de cet entretien, notamment Big, qui est le plus grand rassemblement business d'Europe, avec un petit peu plus de 75 000 participants en 2025. Bravo. Ça fait que croissance. C'est pour ça qu'on n'arrête pas. Et on va aussi parler du rôle de BPI France dans l'écosystème et la façon dont l'institution accompagne les entrepreneurs français. Alors, comme d'habitude, dans cette émission, je vais t'inviter, Julien, si tu le veux bien, à te présenter un petit peu d'où tu viens et puis comment tu en es arrivé à cette position. Écoute, merci de me recevoir déjà, et je suis hyper heureux de te voir parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On a été à l'école ensemble pour le public, donc tout ça n'est pas complètement anodin. Écoute, moi, comme tu le sais, j'ai fait un master en entrepreneuriat et j'ai fait ça parce que mes parents se sont fait en créant des boîtes à l'huile de coude, à l'ancienne, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire en reprenant des restos, des cabarets, des discothèques dans Paris à la barre du tribunal de commerce, quoi. Et donc, dans le retournement carrément. Donc moi, ouais, c'est déjà. Moi, je suis né dans le retournement et on s'est retourné pas mal de fois d'ailleurs dans toute la carrière de mes parents. Mais il n'empêche que dès mon plus jeune âge, j'entendais parler de TVA, de recrutement, d'impôts à la maison, quoi. C'était ça la culture de la maison. J'ai pas été élevé dans les bibliothèques, j'ai été élevé dans la compta, quoi. Et donc, à cause ou grâce à ça, j'avais pas trop le sens de l'école. Et donc, en troisième, j'ai dit à mes parents, écoutez, moi, j'ai envie de bosser. Je vais faire un BEP compta, comme ça, je saurai gérer une boîte et je vous rejoins à 16 ans, quoi. Et donc, j'ai fait ça. Je les ai rejoints à 16 ans. Et t'as quitté le foyer aussi? J'ai quitté, non, j'étais à la maison. Okay. Non, je suis resté au chaud quand même. Faut tout lâcher. Et donc, ils m'ont fait confiance et je pense qu'ils l'ont fait aussi parce qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer. C'est qu'ils m'ont dit, OK, très bien, vas-y. Ils m'ont donné un établissement à gérer, un grand établissement rue des Martyrs, qui est encore très connu aujourd'hui. Et en fait, j'ai passé 1 an et je me suis retrouvé à 16 ans avec ma petite boucle d'oreille, mes cheveux rasés devant le CE d'Air France. Je me retrouvais à bosser de 9h à 4h du matin tous les jours comme mon père. Et je voyais bien qu'en fait, j'étais pas assez mature pour faire tout ça. Et donc, au bout de 6-8 mois, j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais retourner à l'école, c'est mieux. Voilà. Et donc là, j'ai compris le sens de l'école. J'ai fait ce master en entrepreneuriat où on s'est rencontrés. Et entre-temps, ma famille a arrêté, ce qui a fait que j'ai pas repris l'affaire familiale. Mais j'avais envie de monter une boîte, quoi. Et j'ai eu la chance de trouver 3 personnes, 3 potes de promo, avec qui on bossait très bien sur les projets d'école, qui avaient un peu le même profil que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient en tête de monter quelque chose, ils avaient à peu près aucune idée de quoi. Et donc, ensemble, on s'est dit, essayons de tenter une aventure entrepreneuriale. On a eu des projets très business.
C'était la grande époque du crowdfunding, c'était la grande époque du service à la personne. On était en 2008-9 là. Et on disait encore entrepreneur, on disait pas start-up. On était encore BPI France n'existait pas. C'était C'est vrai que encore c'était Oseo, Oseo, ouais. machin, Ouais. tout ça. Et en fait, en essayant de chercher des idées, on consultait beaucoup les médias et on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas un média qui nous parle. Il n'y a pas un média qui parle à quatre personnes comme nous qui ont juste envie de monter une boîte, qui ne savent pas trop quoi faire. Il n'y a rien qui nous inspire, en fait. On parle 440, on parle grand groupe. Il y avait une émission sur BFM qui était bien, mais c'était tout. Et donc, on a décidé de monter au départ la REF, la radio des entrepreneurs de France. C'est pas la REF du MEDEF. Oui, c'est ça, parce que... Ouais, ouais. Et on voulait une fréquence, on était très sûrs de nous. Et tout de suite, le projet nous a excités. On ne connaissait rien aux médias, on ne savait absolument pas comment marchait même le modèle éco d'un média. On savait qu'il y avait de la pub, mais à part ça, pas grand-chose d'autre. Mais on y croyait. Et on a fait un incubateur. On s'est fait bien éclater le jour du jury de l'incubateur sur ces questions-là. C'est quoi votre modèle économique? Comment vous allez avoir une fréquence? Comment... Surtout qu'il y avait un autre média Ouais, ouais. à l'époque On bossait avec un autre pote de promo qui avait monté un magazine qui s'appelait Dynamique Entrepreneuriale, qu'on avait professionnalisé, si tu veux, et après il en a fait une boîte. Mais on n'y connaissait rien en vrai. Et on a été pris parce qu'ils connaissaient l'équipe, ils savaient qu'on était des bosseurs, ouais. niaqueux. Voilà. Ils nous ont mis un coach qui nous est bien rentré dedans. Et en fait, ça a été 2 ans de bonne galère où on a tout transformé. On est passé en web, full web. On a appris à coder, on a appris à monter une grille de programmation. Notre premier client, c'était un chèque de 119 balles parce que c'était 19 de TVA. Voilà. Et puis un jour, je suis passé sur BFM. On vivait avec 100, 200 000 balles de chiffre d'affaires les 2 premières années. Donc on se payait à peine, etc. On était au chômage comme tous les entrepreneurs. Enfin, voilà. Et finalement, un jour, je suis passé sur BFM pour présenter We Do Biz. Et j'ai été rappelé derrière par Ubi France à l'époque, qui est devenu Business France aujourd'hui, qui m'a dit, écoute, on ne cherche pas à faire de la pub chez toi, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on veut monter nos médias. Et ce que vous avez fait, c'est hyper bien, quoi. Est-ce que vous êtes capable de le faire pour nous? Et là, on s'est dit qu'en fait, ces 2 ans de galère, ça a été 2 ans d'apprentissage. On a appris à faire des médias digitaux. Et on a monté une agence, on a monté leurs médias, on en a monté plein derrière pour une grande partie du CAC et des institutions, dont BPI France. Et là, là, pour le coup, on est passé à 35, on a passé les 6 zéros de chiffre d'affaires et on s'est fait racheter en 2017. Voilà, Excellent. Et après le rachat, vice-président du groupe qui me rachète. Et tu as le droit de me couper quand je parle trop longtemps. Non, c'est très bien. Mais voilà, donc je deviens vice-président du groupe qui me rachète avec une belle ambition entre le dirigeant qui me rachète et moi de créer, finalement, de compléter les 2 activités et de faire une grande entreprise. Il a fait des efforts, j'ai fait des efforts. Je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour son monde, qui était le monde du conseil, de la banque, de l'agro. Et puis en même temps que We Do Biz, tu le sais, moi j'ai toujours été extrêmement engagé pour les entrepreneurs. J'ai toujours voulu rendre en fait au pays la chance qu'il a donnée à ma famille. Quand on arrive de rien, qu'on arrive à monter des boîtes, moi j'ai eu une super éducation, il y avait des sous à la maison, parce que mes parents ont pu créer une boîte et la développer. Et ça, c'est le modèle français quand même qui est assez extraordinaire. Et moi, je me suis toujours dit que je voulais rendre ça. Et en même temps que We Do Biz, qui était déjà un média pour les entrepreneurs, j'étais aussi dans Réseau Entreprendre, Initiative, BGE, Mouv'J. J'étais dans tous ces réseaux hyper actifs, bénévole, en mentor, en accompagnant, 100 000 entrepreneurs. J'ai fait des tonnes de témoignages pour 100 000. J'étais parrain pour Entreprendre pour apprendre. Enfin, voilà, j'essaie de donner tout le temps que j'ai à donner. À l'époque, j'avais pas d'enfants. Donc tout le temps que j'avais à côté de ma boîte, je le donnais à des assos pour soutenir soit les jeunes créateurs, soit les entrepreneurs qui cherchaient à se financer. Et donc BPI, je connaissais bien BPI parce qu'on était déjà fournisseur de BPI. Et puis je voyais quand même cette machine jaune là en me disant mais c'est quand même incroyable ce truc. En fait c'est le poumon d'à peu près toute l'économie. Et encore à l'époque c'était très inno et PME, tu vois. Et ça s'est beaucoup élargi après. Mais je voyais quand même cette machine se naître, la French Tech qui s'est lancée à peu près en même temps que notre parcours, avec etc. Avec Fleur Pellerin qui s'est lancé chez BPI France dans l'Atrium. J'étais là, je me rappelle. Voilà. Et en fait, le DIRCOM de BPI de l'époque m'appelle un jour et il me dit écoute, Julien, t'es loqué dans ton rachat, parce que j'étais loqué normalement en 3 ans. T'es loqué dans ton rachat, mais on cherche un mec comme toi. Est-ce que tu connais quelqu'un? Et il m'appelait à 10h du matin. Je lui ai dit ouais, je vais réfléchir. À 17h, je l'ai appelé. Je lui ai dit arrête de chercher, j'arrive. Voilà. Et j'ai été voir le gars qui nous a racheté. Je lui ai dit écoute, tu vois bien que ça, il faut aussi que tu prennes ta position de leader dans le rachat total. Moi, tu vois bien que je me retrouverai pas dans cette histoire-là. Et puis il a compris et on a fait une négo et puis c'était terminé. Et j'ai rejoint BPI en avril 2018.
Excellent. Et est-ce que tu peux, comme tu fais partie quand même de ces entrepreneurs en France qui non seulement, est-ce on crée une boîte, mais aussi l'ont vendue. Déjà, est-ce que vous aviez levé des fonds avec We Do Biz? En fait, on a fait beaucoup de choses dans le financement et quand on a voulu lever des fonds, on n'avait pas besoin de beaucoup, c'était du service donc on n'avait pas besoin de faire des levées de fonds de 10 millions. Mais à un moment, on voulait prendre quand même un peu de fonds pour développer un service commercial. Et donc, on avait besoin de 500 000 balles à peu près. Et en fait, on a commencé à structurer notre levée. On a été voir les banques et elles nous ont dit levez pas de fonds, on vous les prête, quoi. Donc, du coup, on a réussi à se financer avec du bancaire. Et le développement après est parti vite. Et du coup, on n'a pas eu besoin de lever des fonds. Donc, non, on n'a pas ouvert le capital. On a eu un rachat direct. On était à 100% finalement. Bah, tant mieux, c'est ce qu'on peut vous Oui, souhaiter. oui, oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, tu sais jamais, hein, une entreprise, peut-être si on avait levé, on aurait été dans d'autres directions. Bon, après, il peut se passer plein de choses dans une boîte, hein. On aurait pu devenir un grand média, une grande boîte de prod. Voilà, nous, on a décidé de vendre au bout de 7 ans, en pleine croissance, et c'était aussi le bon moment pour nous. Et ça, il n'y a pas de règle, je pense. Et est-ce que quand justement tu parlais de cet appel pour rejoindre BPI, tu les avais côtoyés pas mal en tant que client. Est-ce que c'est ce qui a créé le lien avec BPI? C'est ce qui a été à l'origine de toute cette histoire? Bah, ça a été de les côtoyer en tant que... Est-ce que tu avais fait leur radio, enfin leur émission aussi? J'avais fait des contenus pour eux, contenus? ils faisaient de la pub chez nous. Et puis j'allais dans tous les événements BPI, hein. Il y avait déjà eu 2 bigs, je pense. Il y avait eu le premier à la Cité de la Mode, qui était en petit format. Oui, et je puis, me rappelle. ouais. Bien. Et puis un deuxième à l'Accor Arena, qui a été la première version à l'Accor Arena. Et je voyais bien l'énergie finalement de cette maison et puis ce ton. Que je me disais, c'est quand même bizarre. C'est une institution, c'est l'État, c'est la caisse. Et en même temps, les mecs disent vous envoyez du bois, on envoie du blé. Allez vous faire voir ailleurs. Je me disais, c'est quand même un ovni dans tout ce monde-là, quoi. Donc, du coup, et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était un truc à hauteur d'homme. Et moi, je viens du terrain, je suis cambouis, moi. Donc, c'est ce qui m'a attiré au départ. Et puis, il n'y a pas que moi. Je voyais aussi les entrepreneurs qu'on interviewait, qui étaient tous très soutenus par BPI. Et nous aussi, d'ailleurs. Quand on a fait notre financement, on a eu du financement BPI. Donc, je voyais bien que ce n'était pas juste des grandes campagnes en 4x3. Je voyais qu'il y avait une vraie réalité derrière, avec un monde qu'on appelle le réseau. Maintenant, je le sais, avant, je ne le savais pas, qui sont toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont sur le terrain et qui parlent aux entrepreneurs et en fait, qui les comprennent, qui les connaissent et qui les accompagnent, quoi. Justement, en tout cas, c'est la mission. Mais quel regard tu portes maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière? On dit de l'autre côté de la barrière, tu n'es pas non plus le financier, mais enfin, tu es quand même dans la plus grande institution financière de France, en tout cas publique. Voire d'Europe. Et alors que tu étais entrepreneur, quoi, il n'y a pas eu un choc des cultures un peu quand même? C'était une vraie question de ma part et de la part du COMEX de BPI à l'époque, hein, qui se dit, est-ce que ce gars, Julien, est soluble ils me l'ont dit après, hein, ceux qui m'avaient reçu en entretien, mais la question qu'ils avaient, c'était est-ce qu'il est soluble dans la machine, quoi. Et moi, jamais je me suis dit, déjà, tu m'aurais posé la question à l'époque où on s'est connus à l'école, je t'aurais dit que j'allais jamais travailler pour quelqu'un de ma vie. Ouais, déjà, commencer par ça. Et puis après, j'ai grandi et j'ai compris que c'était pas le sujet. Et on finit toujours par travailler pour ses clients ou ses investisseurs ou je sais pas qui, mais en tout cas, on n'est jamais complètement libre. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je pense qu'on ferait beaucoup d'erreurs. Mais à côté de ça, en effet, alors encore plus rentrer dans une institution. Moi, mon père me disait quand j'étais petit, tu seras pas entrepreneur, tu seras banquier. Parce qu'il voulait ma sécurité, comme tous les papas. Je lui disais, mais jamais de la vie, je foutrais les pieds dans une banque. Ouais, c'est ton père qui avait raison. Il se trouve qu'il a eu raison. Mais en fait, j'y suis allé aussi pour voir. Alors, je voyais ce qui se passait, mais en effet, quand on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas. Et je me suis dit, bon, de toute façon, j'y vais. Et puis, justement, ouais. avant d'en arriver à ton statut et d'être au COMEX, tu as rejoint, donc, on peut le citer, oui, Patrice, c'est Patrice Béguet, qui est cette personne qui t'a appelé et à qui t'a dit bon, allez, je viens, j'arrive. Comment ça s'est passé un petit peu? Qu'est-ce que tu as appris pendant toute cette période? Et qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui t'es retrouvé Alors, ce qui s'est passé déjà, ça a été une aventure assez exceptionnelle parce que déjà, j'ai rejoint Patrice Béguet, donc on l'a dit, ce qui est quand même un mec assez incroyable. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de boule de feu c'est un personnage. On lui envoie une mission, il y va vent debout, et puis quand il croit en quelque chose, il avance. Donc ça, c'est sa première qualité. Et sa deuxième qualité, c'est qu'il fait énormément confiance.
C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans son équipe, je pense qu'il savait, enfin, il a pas 20 ans, hein, il a de l'expérience. Il savait qui il recrutait. Il savait très bien qu'il n'allait pas me diriger comme on dirige peut-être quelqu'un qui a un profil plus classique. Et Oui, donc tu n'allais pas vivre le même en management fait, que j'ai été les très autres. libre dès le début. Il avait des sujets sur lesquels j'étais présent et je répondais. Et puis à côté de ça, il me laissait aussi porter ce que j'avais envie de porter dans la maison. Donc finalement, on a créé une relation comme ça qui a été saine et presque, en tout cas, de manager entrepreneur. C'était un peu ça, quoi. Et donc, ça a marché comme ça pendant les 5 ans où j'ai travaillé avec lui. Ça a marché finalement sur une histoire de confiance, sur une histoire de liberté, parce que j'ai besoin de beaucoup de liberté par mon profil, mais une liberté contrôlée par une espèce d'envie de répondre à la mission et d'utilité. Et ça, je l'ai dans le corps de toute façon. Donc, c'est aussi quand tu me demandes pourquoi aujourd'hui j'ai pris ces fonctions. Je pense que lui d'abord et puis ensuite le Comex et Nicolas ont vu que de l'époque en tout cas, ont vu que j'étais là pour la mission. Et je pense que c'est ce qui a fait que derrière, ils m'ont laissé ma chance pour prendre mes fonctions. Justement, c'est quoi les fonctions de directeur de la stratégie concrètement? Directeur de la com, ouais, c'est très particulier chez BPI parce que Nicolas a une vraie vision Donc de la Nicolas com. Dufour, hein, Nicolas qui est Dufour, le pardon. président Ouais, ouais. Qui est, ou qui, DG, qui est le directeur général de directeur la général BPI, de ouais, BPI France. et qui pour lui, la communication n'est pas une fonction transverse. C'est un métier du groupe. Et ça, ça fait une différence très forte. J'en parle parfois avec mes homologues, DIRCOM du CAC et autres. Avoir un dirigeant qui a cette vision de la com, tout de suite, ça amène quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène qu'en fait, on n'est plus dans une espèce de réflexion de héroïste autour des produits de la maison. On est dans une réflexion d'utilité pour le peuple de l'entreprise. Et moi, le peuple de BPI France, c'est les entrepreneurs. Donc, c'est le peuple que j'aime déjà depuis que je suis né. Et donc, du coup, ça me permet de me dire, bah, je peux faire à peu près ce que je veux tant que c'est utile pour ce peuple-là. Et c'est là que c'est particulier chez BPI. On m'a jamais dit on doit vendre du Prévert, il faut que tu me fasses du SEA pour essayer d'avoir des leads pour aller vendre du Prévert. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Ok. Et Enfin, après, indirectement, bien sûr qu'on est la banque du climat, on est la banque de l'industrie, on est très impliqué sur des grands secteurs stratégiques. BPI France et du pays par nature. Mais moi, ma mission, c'est d'accompagner chaque entrepreneur, quel que soit son stade de maturité, quel que soit son secteur d'activité, de l'accompagner à grandir et à atteindre les buts qui se fixent, voire de l'embêter un peu pour qu'il se fixe des buts un peu plus hauts que ce qu'il a dans la tête. Parce qu'on veut créer des championnes et des champions français et internationaux, quoi. Ok. Justement, on va parler un petit peu, on va essayer de comprendre un peu la mission de BPI France. Parce que tu parlais de Nicolas qui dit que la communication, c'est quelque chose euh, en tout cas de bien établi et qui ne va pas intégrer de manière. De Qui va manière pas qui va pas lier au business. voilà, c'est Ouais. pas le sujet, c'est Ça vient pas la servir le com, c'est du business, bien ROI, sûr. c'est Mais c'est pas évidemment ça va héroïste. servir. Et parce qu'on est quand même une banque publique, hein, donc c'est l'intérêt général aussi. Mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la mission de BPI France? C'est le moment où on va essayer de bien comprendre ce qu'est BPI France et à quoi ça sert, comment ça se structure et c'est quoi l'intérêt de cet outil aujourd'hui en C'est marrant France? que tu me poses cette question parce que parfois, nous, on a tendance à penser que finalement, tout le monde sait ce qu'est BPI. Et moi, je me rends compte que c'est pas vrai. C'est vrai oui, il y a BPI France. On sait que ça existe. On sait que ça soutient une partie de l'économie française. Certains disent que c'est la banque de l'INO, d'autres disent que c'est la banque de l'industrie, d'autres disent que ça sert les créateurs d'entreprises. Mais finalement, c'est vrai que peu de gens ont la vision de ce qui est à peu près normal, puisqu'on a 250 produits. Donc, c'est sûr que c'est Ah un ouais, peu dur à c'est expliquer. Mais si je fais simple, BPI, notre mission, hein, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner tous les entrepreneurs, tous, de créateurs d'entreprise jusqu'à patrons de grosses ETI et bien sûr les grands groupes, hein, à émerger, à se développer, à devenir des championnes ou des champions. Donc, quand je dis ça derrière, qu'est-ce que c'est? C'est des métiers, c'est du financement, c'est de l'investissement.
Donc financement, je pense que pour le coup, beaucoup de gens le savent. On a un réseau incroyable, hein. On est 4000 chez BPI, il y a 2000 personnes dans le réseau qui sont dans tous les territoires de France, sur 50 implantations, qui reçoivent les entrepreneurs tous les jours, qui vont les voir tous les jours aussi, et qui en fait soutiennent par tous les leviers, les fameux 250 produits qu'on a, qui les soutiennent par rapport à leurs différents enjeux, ou qui les mettent en relation. On est très GPS aussi, nous, hein. Donc tu vois, on fait aussi beaucoup de mise en relation. En fait, on a une chance en France, c'est qu'on a énormément de monde pour nous accompagner à tous les stades. Le problème le défaut de cette chance, c'est que On parfois on est a un du peu mal à se perdu. repérer. Voilà. On ne Et sait pas par où nous, on commencer. aime bien jouer les GPS. Voilà, donc ça va le chercher à la région, ça va le chercher à la banque, ça va le chercher à la CCI, ça va le chercher. On joue beaucoup ce rôle-là aussi. Mais on a bien sûr des produits en direct, notamment sur la partie bancaire. Après, on est une grande société d'investissement. On est, selon les années, la première au monde, hein, et pour sûr, quasi toujours la première en Europe. Et quand c'est pas la première au monde, c'est la 2 ou 3e. Alors en nombre de mouvements, hein, pas en montant. On n'est pas BlackRock ou Ouais, KKR. j'allais te dire, Mais en nombre de mouvements, on est extrêmement actif en fait, et extrêmement actif, et on investit pour le coup à tous les stades. C'est-à-dire qu'on investit dans l'INO, ça c'est ce que tout le monde connaît bien, dans la French Tech. On investit aussi dans les PME françaises, hein, dans tous les territoires, en ce qu'on appelle en mid, hein, en small cap. Et puis après, en mid-large, donc on investit dans les ETI, on investit dans les grands groupes, on est investisseur dans une grande partie du CAC 40. On est une grande société d'investissement. Et ça, on le dit peu, mais c'est aussi ce qui crée le modèle, vous et ce qui financez permet... toute la chaîne du financement. On finance toute la chaîne, et après pour la création, parce que la création, on ne finance pas les créateurs en direct. Bon, à part par la garantie quand ils vont faire du prêt bancaire. Mais par contre, on finance tous les réseaux d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, ces associations incroyables, faites de... je crois qu'il y a 30 associations, 3000 bureaux en France, 30 000 bénévoles qui sont des gens comme toi et moi, hein, des entrepreneurs. Et nous, on finance ce tissu-là pour que lui puisse faire du prêt d'honneur ou de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc en fait, et bien sûr l'international, hein, l'assurance export, qu'on a repris, je pense, en 2019 aussi, en même temps que la création. Qui est la Coface entreprise, sur lequel on assure une grande partie des PME qui exportent, mais aussi des grands projets nationaux, géopolitiques, etc. Et puis le financement de l'export des entreprises, on aime bien dire aux boîtes, allez vous faire voir ailleurs, quoi. Donc ça, c'est le panel de tout ce qu'on fait. Donc on a à peu près, je sais pas, sur 10 ans, on a dû avoir un peu plus de 600 000 clients, si on les appelle comme ça. On injecte à peu près 60 milliards par an dans l'économie. Donc, c'est pas. 60 milliards. Par an, dont 4 milliards, parce qu'on est dans ton podcast sur de l'invest. Tu vois. Donc, c'est une belle machine. Et quand je dis que oui, on fait on met beaucoup d'énergie dans la communication, les événements, etc. Quand je dis qu'il y a derrière une machine très solide qui soutient l'économie française, elle est là, quoi. Il y a pas mal de mauvaises langues qui pourraient dire à quoi ça sert? Tout ça, c'est de l'argent public, on finance ces entreprises. Il y a deux choses qui sont importantes. J'aimerais bien savoir après, ton avis personnel sur est-ce que c'est bien de financer cette économie, pourquoi? Et puis surtout, rappeler ce qu'on ne rappelle jamais assez, que BPI France, c'est rentable. Ouais. Et On donc, fait 1 milliard de résultats par an. On redistribue des dividendes à nos actionnaires, que sont l'État et la Caisse des dépôts. Et donc, notamment en fait, grâce à l'Invest, hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors pourquoi ça existe? Je ne sais pas s'il y a une économie qui marche complètement sur la base de l'économie de marché, hein. Que ce soit les US, même si on est très libéral, la Chine qui est ultra subventionnée, les entreprises sont ultra subventionnées. Enfin, en fait, chaque pays a son modèle de soutien à son économie. Est-ce que c'est sain? Je ne sais pas. Et certains économistes très libéraux diraient que non, tout devrait vivre dans l'économie de marché, la concurrence, etc. Mais la réalité, c'est que je pense aucune économie n'est pas un peu perfusée, quoi. Et je pense que ça n'existe pas. Donc il faut, je pense que les États soutiennent leur économie. Je rappelle que l'économie, c'est de l'emploi. Je rappelle que l'entreprise, c'est le centre du modèle social du pays, hein. Toutes nos cotisations, retraite, chômage,
on en parle assez en ce moment, pour savoir que ça passe par l'entreprise. Donc il est normal que l'État, qui est garant quand Bah, je même trouve qu'on en parle assez, en même temps, on n'en parle pas assez. Ouais, on oublie quand même, Mais on oublie le rôle de l'entreprise voilà. dans le contrat, en fait. On a un contrat dont on est tous fiers, on aime notre modèle, on veut le préserver, et en même temps, l'entreprise est au cœur de ce modèle, et on tape dessus pour dire qu'il faut sauver le modèle. Il y a un problème. Bon, mais après, c'est une vision, hein. Je défends la nôtre. Nous, on croit en l'entreprise, on croit en son rôle dans la société, son rôle sociétal, en fait. Donc, est-ce que c'est sain? Moi, je pense que oui, c'est sain. Est-ce que c'est particulier en France? Oui, ça l'est, et preuve en est que en fait, on est très sollicité par des pays européens, des pays d'Afrique et de plus en plus dans le monde sur le modèle BPI. En fait, le modèle Carrément BPI fait école. Ouais, le modèle BPI fait école pour partager et le pour partager le modèle, modèle. Et on a même structuré l'école de finalement la création de BPI, ce qu'est la BPI pour pouvoir le répliquer. aider à la création de BPI dans certains pays du monde. Donc, c'est un modèle qui est quand même très vertueux parce que, comme tu l'as dit, c'est un modèle qui déjà est rentable. La manière dont on fonctionne, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé sur des événements, des gens viennent me voir, vous faites ça avec le fric de l'État. Ça m'est Bah arrivé, oui, ça, hein. bah oui. C'est faux. Enfin, on est rentable, on est quasi autoportant en tout cas sur la majorité de nos sujets. Et les sujets d'intérêt généraux qui coûtent, je pense à la création d'entreprises et d'autres, bah, bien sûr, finalement, on les refinance soit avec des dotations de l'État, en effet, ou de la caisse, mais aussi avec des fonds propres. Par contre, là où il y a un amalgame, c'est qu'on opère aussi beaucoup de plans d'État. Et donc, quand on opère du France 2030, quand on opère différents fonds, FEDER, etc., forcément, on opère des fonds d'État. Et donc, là, c'est de l'argent qui, finalement, passe par nous pour être distribué aux entrepreneurs, sur lequel on met notre expertise à disposition, finalement, parce qu'on reste quand même un établissement financier. On ne donne pas de la... Tu vois, ça, c'est important aussi de le rappeler. Parfois, on dit, Mais ça ouais, rentre pas dans vous le dites bilan? plein de choses. Si, ça rentre. Si, bien sûr. Mais on nous dit, vous faites des beaux messages. Parfois, ça m'arrive d'avoir des messages, pour le coup, à la com, hein, bah, vous dites plein de choses, mais moi, j'ai pas été soutenu. C'est important de rappeler qu'on est aussi une banque. On est un établissement financier. On n'est On a pas des critères on n'est pas des d'éligibilité. distributeurs d'argent. Voilà, Ouais. on a nos critères. On fonctionne comme une institution financière. Et donc, on a les mêmes, même si on a plus de souplesse et on reste une institution au service de l'entrepreneur, on finance pas non plus n'importe quoi. Mais c'est quand même un vrai sujet parce que comment on arrive, même philosophiquement, hein, à être la banque de l'intérêt général quand même, alors qu'on ne va pas pouvoir accepter tout le monde et financer tout le monde. Bah, c'est en fait de C'est- se mettre des c'est- critères d'exigence. Voilà, c'est financer tout le monde, ça veut dire financer tous les gens qui viennent nous voir avec un projet sérieux, solide, stable, qu'on oriente parfois vers l'accompagnement quand il n'est pas encore solide, en tout cas à nos yeux. Et puis, c'est aussi d'être capable, comme tu l'as dit, dans BPI France, il y a le P de Banque publique d'investissement, l'intérêt général, c'est aussi une grande partie de mon job, hein. Moi, quand même, je pense que 80% de ce que je fais, c'est l'intérêt général. Mhm. Quand je fais la promotion des entrepreneurs, quand avec Nicolas, on dit il faut que la table le dimanche, on soit tous fiers de l'entrepreneur qui est assis dans la famille. Enfin, tout ça, c'est finalement un changement de paradigme et qui est d'ailleurs qui a porté ses fruits depuis 2013, je pense, hein. On voit bien que la vision a beaucoup évolué. Et donc, on a finalement cet établissement financier qui est BPI sur le financement, l'investissement, qui est le fonds de fonds, qui va rester sur des critères solides. Et puis après, tout ça, ce qui va faire la différence, c'est que derrière, on va quand même engager des moyens dans le soutien à la création d'entreprise, dans l'accompagnement des entrepreneurs pour les remettre à l'école pour qu'ils continuent de se développer, dans tout un tas de sujets finalement qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas business, sur lesquels on dépense de l'argent, mais qui sont nécessaires pour que l'économie soit saine et continue de se développer. Toi qui es là depuis 2023, enfin, je n'es pas là depuis beaucoup plus longtemps que 2023, mais tu as pris, 2018, mais j'ai voilà, pris mes mais fonctions. t'as pris tes fonctions en 2023. Mais même de 2018, ça va être encore mieux. Tu as quand même vécu, on a tous vécu, en tout cas dans le monde de l'investissement, l'euphorie, la course à la croissance, le financement vraiment très très important avec les vannes qu'on n'a jamais vues aussi ouvertes avec plus d'une dizaine de milliards d'euros investis rien que dans le capital risque, ce qui était du jamais vu. Mm. Et aujourd'hui, il y a eu un gros retournement de marché, là, depuis 2022, 2023 à peu près, ou 2022, 2023, sortie Covid, commence à se calmer. Et là, on va dire qu'il y a, ça se stabilise, on l'espère, mais c'est pas non plus la fête. Mm.
comment tu perçois ça et est-ce que toi, de ton côté ou de votre côté, en tout cas, vous voyez quel est le prisme, quelle est la tendance, quel est un peu le pouls tu vois, de la France vu par BPI France aujourd'hui? Écoute, nous, on a toujours, déjà, on a toujours eu un esprit de conquête, hein, de conquête, de puissance, d'optimisme, et sans être béni oui-oui. Tout ça dans une conscience du terrain, de la réalité. On a fait big sur la vérité, c'est pas Mmh. pour rien. Je pense qu'il y a une grosse phase de croissance. Je crois que les investissements dans l'INO, ils ont été multipliés par 7 en 10 ans. Comme je l'ai dit, on injecte énormément dans l'économie. Et puis, alors, en dehors de ce qu'on fait, nous, les entrepreneurs français sont juste incroyables. Et on a une économie qui se développe, on a des entrepreneurs qui lâchent rien. Bien sûr, il y a la crise de l'exit, il y a tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Faut juste se rappeler que depuis le Covid, en fait, on est passé de crise en crise, quoi. Covid, guerre en Ukraine, qui amène la crise des matières premières, la crise des matériaux, crise politique, crise géopolitique avec nos amis à l'ouest et le danger à l'est, hein. Crise politique nationale aussi, qui crée de la frilosité, mine de rien, beaucoup. Ah ouais, Donc et de l'instabilité. ce qu'on dit, nous, c'est que la peur fige, en fait. Et là, on est un peu figé tous là. Et c'est ce qu'on veut pas. Et d'ailleurs, quand je dis tous, c'est pas tous, hein, c'est beaucoup ici, là où on se trouve. Moi, j'ai la chance. Mon métier, c'est d'être dans le TGV. Je peux te dire que quand tu te promènes dans les territoires en permanence, que tu vois les patrons, les patronnes de PME, juste, Eux, ils tu oublies attendent très pas. vite. Mais Ouais. eux, en fait, ils avancent et ils nous disent arrêtez de dire que ça va mal parce que ça va finir par être vrai. C'est ça qu'ils nous disent, hein. Et ils ont juste envie qu'on les soutienne, qu'on les pousse à se développer, qu'on continue que le monde de l'invest et le monde du corpo arrête cet attentisme et relance la machine, quoi. Et ils ont des millions de devis en l'air, hein. C'est ça leur grand problème aujourd'hui. Et puis à côté de ça, on continue d'innover. On n'a jamais eu autant de projets qui sont arrivés dans les 50 implantations de BPI que l'année dernière. Jamais autant de développement, d'extension d'usines, de création de premières usines. Enfin, en fait, il y a un monde économique là qui vit, qui parle pas assez. Et ça, c'est ce qu'on leur dit en ce moment. On leur dit, prenez la parole, ça fait du bien à tout le monde quand vous parlez. Donc, allez-y, parlez. Mais il est juste incroyable, ce monde-là. Et donc, parfois, il faut qu'on sorte un peu de notre univers parisien, médiatique, etc., pour se dire, en fait, il y a tout un monde là qui avance, quoi. Et dans la tech, pour revenir à ta question sur la tech, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi il y a eu un grand changement culturel quand même, hein, sur les startups, Clairement. etc. Il y a eu une grande avancée, je pense, quand même, sur la fierté qu'on a pu avoir autour de l'innovation à la française, qui en plus devient de plus en plus profond, parce que nous, on soutient beaucoup la deep tech, hein, tu le sais. Donc, Ouais. donc, on va chercher aussi les chercheurs, on les pousse à créer des usines, on fait le lien entre la tech et l'industrie. Enfin, tout ça, c'est quand même une énergie qui est dingue. Il suffit d'aller à Grenoble. Enfin, c'est juste incroyable la vivacité, finalement, qu'on peut trouver. Donc, on a un écosystème qui avance. Et en même temps, moi, je suis assez content. Et je pense que c'est aussi des choses que tu entends dans ton podcast. J'entends de plus en plus de patrons et de patronnes de startups qui parlent d'EBITDA. Et à notre époque, on n'en parlait pas du tout. On parlait de Valo. On disait, moi, ma Valo, c'est tant, j'ai levé 600 millions, je vais faire 1 milliard. Alors, on parle toujours des licornes et c'est toujours un peu excitant, tu vois, quand on parle de milliards et de grosses Valo et de grosses levées de fonds. Mais c'est bien de parler d'EBITDA. Et tu vois, là, je vois quand même un C'est un peu changement de plus sain quand culture. même. C'est plus sain. Et je vois un changement de culture de la part des startups qui est quand même assez fort autour de ça, jusqu'à Arthur Mensch, hein, tu vois, qui maintenant te dit, on cherche du CA, quoi. Et ils vont chercher du CA, quoi. Et alors que je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, ils auraient été chercher plus de levée pour faire plus de dev. Et il y aurait un petit sujet. C'était une autre culture, quoi. Donc c'est rassurant. C'est rassurant de voir que tout ça se fait de la braise, se stabilise. Donc vous le voyez, tu le vois en tout cas dans les plutôt optimistes. Oui. Je vois dans les Et plutôt c'est même optimistes plus parce qu'on sain va faire en de tant la... qu'entrepreneur Ouais, aussi, tu le je vois. pense, et c'est mieux. En tout cas, c'est mieux de faire de la braise que du feu de paille, quoi. On va bientôt parler de ce dont je pense que tu apprécies le plus, puisque c'est ta mission avec Big. Juste avant, euh, puisqu'on est quand même dans Entretien avec un VC et j'aime bien parler d'investissement, vous investissez quand même beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui en France. Vous êtes le premier VC de France. Ouais. Euh, Investisseur, peut-être. Ouais, mais vous êtes quand même le premier VC, j'aime Aussi, bien peut-être, l'appeler ouais, comme ça, parce peut-être. qu'en réalité, vous investissez, même dans les classements VC, vous êtes dans les premiers Ouais, VC ouais. en direct. Mais là, je parle même, vous êtes le premier VC de France parce que vous êtes
fonds dans à peu près tous les VC de France. Alors, je dis à peu près parce que je sais que c'est pareil, c'est comme avec les startups, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Si j'arrive avec aucun track Il faut record, des équipes solides. il faut une équipe solide et Ouais. vous n'allez pas financer n'importe qui. Mais pourquoi, en fait pourquoi on a cette stratégie de. Tu parlais de. Si tu veux soutenir le développement d'une entreprise, faut travailler sur ce qu'on appelle le haut de bilan et le bas de bilan. Et pour te développer en tant qu'entrepreneur, on a été entrepreneurs tous les deux, on sait que les leviers de croissance, en tout cas, c'est l'investissement et de la dette. Et donc nous, si on veut soutenir la croissance des entreprises, on doit faire de l'investissement et de la dette. Si je fais ces choses un peu basiquement. Ouais, mais. Voilà. Après, derrière, on a eu toute une grande mouvance autour de l'investissement dans l'INO, qui est né en même temps que nous, en 2013, création de la French Tech, BPI. Tout ça s'est fait dans la Startup Nation qu'on aime bien citer, sur lequel il y a eu une grande activité de financement en risque. Et à côté de ça, une grande activité qui s'est développée en financement, pour le coup, en investissement de manière générale, et qui est pas d'ailleurs, qui est aussi né du rassemblement, parce que BPI, c'est un rassemblement de plusieurs entités, hein, des entités de la Caisse, des entités de l'État. Enfin, tout ça a été rassemblé dans un seul grand paquebot qui a été BPI France, et qui est BPI France, qui s'est développé bien sûr au fil du temps. Mais tu vois, je le disais tout à l'heure, l'investissement chez nous, c'est divisé sur de l'investissement dans les PME, ETI françaises. C'est divisé sur l'investissement, bien sûr, donc dans des territoires, donc en small, des investissements sur des ETI familiales, des grandes ETI françaises qui ont besoin de continuer de croître ou de se développer, sur lesquelles on va intervenir. Et puis, bien sûr, l'investissement dans le CAC sur des activités, alors, c'est pas le mot stratégique parce qu'il y a la PE pour ça. Mais en tout cas, on est souvent en réflexion à deux autour des grands investissements dans le CAC, dans le SBF 120, etc. Donc, en tout ça soutient l'économie française en général. Notre mission, c'est de soutenir l'économie. Donc, on soutient l'économie par l'invest, comme on la soutient par le financement. Et partout. Partout. Genre, partout. Partout, et y compris, tu vois, on donne même maintenant accès aux Français au soutien. Bah oui, maintenant vous êtes devenu, en plus d'être le plus grand VC, la plus grande plateforme de crowdfunding de France. Ouais, mais c'était important. On est les premiers au monde à faire ça. C'était important aujourd'hui, le monde du capital risque est complètement, chamboulé. Finalement déjà compliqué, et en plus quasi inaccessible pour le commun des Français, quoi. Et alors que c'est un super levier, toi qui as été dans le crowdfunding pendant longtemps, tu le sais, alors que c'est un super levier personnel de placement. Il vaut mieux investir dans l'économie que laisser dormir son argent sur un livret d'épargne. Il y a un peu plus de risques, hein, mais il y a aussi plus de chances de réussir. Retour sur investissement. Voilà. Et donc, Nicolas, aujourd'hui, il faut absolument qu'on démocratise le capital risque auprès des Français, quoi, ou l'investissement auprès des Français. Et donc, on a monté un premier fonds retail qui a été un vrai succès, un grand succès. Et puis, on en a fait 4 derrière. Et là, en effet, si finalement cette montre suisse qui a été montée par les équipes d'Adeline Lemaire permet de soutenir aussi des secteurs stratégiques, et que les Français soutiennent eux-mêmes certains secteurs stratégiques, on le fait. Et c'est pour ça qu'on le fait pour la défense, et qu'on a lancé un fonds défense il y a quelques semaines, pour que les Français puissent participer finalement à l'économie de la défense, donc à 1500 PME, ETI qui font finalement des activités autour de la sécurité française. Et de la souveraineté, bien sûr. De la souveraineté. On va, je vois que le temps file, on va parler de Big. Donc pour BPI, c'était quoi l'acronyme? Pourquoi au départ, c'était BPI France Inno Génération. Ok. Ça a très vite fait big, hein, forcément. Forcément. Donc c'était un événement Inno, comme son nom l'indiquait, avec l'idée finalement de montrer le dynamisme de l'écosystème tech français, qui s'est fait à la Cité de la Mode, hein, comme on l'a vécu. Donc ça devait être en 2015, je pense, quelque chose comme ça. Je pense que c'était ça. On a fêté c'était 2013 qu'on a fêté les 10 ans de Big l'année dernière. Donc il y a 2 ans, pardon. Donc 2013. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte finalement de l'envie des entrepreneurs de se rassembler. Et puis c'est une valeur de BPI, hein. On fait 500 événements par an chez BPI. Donc tu vois, c'est énorme. C'est pour ça que je disais que je passe ma vie dans le TGV. Avec les équipes, on est tout le temps sur le terrain avec des entrepreneurs. Donc du coup, le Big,
c'est finalement la grande célébration au départ de tous ces entrepreneurs. Et donc, c'est très vite passé d'un événement tech inno à un événement de tous les entrepreneurs. Et avec cette idée un peu triple, la première, c'est de célébrer, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est une journée Big. C'est important. C'est pas 3 jours, 4 Ouais. jours. C'est une journée. On est tous ensemble dans le chaudron, qui est l'Accor Arena. Donc, il y a un effet chaudron si vous êtes jamais venu, et où il y a une énergie. Enfin, tout le monde a la banane sur Big. Tout le monde sourit, se promène, se rencontre. Enfin, il y a ce truc où on démarre toujours par un truc un peu pyrotechnique à l'américaine, pas pour faire bien, pas pour faire le show, c'est parce qu'il y a un moment, je le répète, tous les jours quand tu es avec les entrepreneurs, tu les vois qui lâchent rien, qui sont résilients, qui avancent, qui ont envie de continuer de porter leur projet, qui se doivent d'être optimistes, parce qu'ils ont derrière 100, 200, 10 000 collaborateurs. Et c'est pas ceux qui célèbrent le plus facilement les choses. Ouais, voilà. Souvent, Donc, si une fois ils dans oublient l'année de au moins, on célébrer peut les leur- mettre tous ensemble dans une grande soupe là, et leur dire allez, on lève les feux d'artifice et puis on est heureux et on est ensemble et on va continuer d'avancer, et puis on n'est pas seul. Voilà, il y a aussi ça. Hein. Je pense que c'est important. La deuxième chose, bien sûr, après, c'est des choses beaucoup plus pratiques. Big, c'est pas un salon. C'est un grand événement de contenu. Tu as 1000 speakers sur Big, 500 conférences sur tous les grands sujets qui peuvent intéresser l'entrepreneur. Tu as tous les stades, sur tous les secteurs. Et donc, l'idée, c'est qu'ils viennent apprendre. On veut qu'ils viennent apprendre. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis fier de notre Big si chaque entrepreneur est sorti avec une feuille de route, en fait. En se disant, OK, ça m'a permis de prendre une journée là, d'écouter beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui avancent eux aussi sur des axes. Ouais, c'est ça. Tu veux les différents. sortir de leur quotidien, C'est ça. qu'ils C'est- soufflent et qu'ils apprennent. De plus en plus, on se positionne un peu comme la nuit de l'entrepreneur. Tu Ouais. sais, ce moment où Ouais, tu te ouais. couches et tu dis, faut que je pense à ça pour ma boîte. Et puis tu travailles le matin, en fait, tu te remets la tête dans le guidon et tu n'as pas le temps d'y penser. Et en fait, cette nuit-là, il faut qu'on arrive à en faire un terrain d'action et donc une feuille de route. Et si on peut les aider à être ça en une journée sur Big, c'est très bien. Et puis après, il y a toute la partie mise en relation. On crée de plus en plus de zones de mise en relation parce qu'on sait aussi que le pair à pair, c'est extrêmement vertueux, aussi vertueux que le financement ou l'investissement. De pouvoir se rencontrer, de rencontrer ses futurs fournisseurs, ses futurs collaborateurs. Oui, on C'est parle de extrêmement beaucoup important. de mise en relation aussi, apparemment, de connexions qui sont créées au travers de Big. Ça, c'est aussi un objectif. Ah, c'est un vrai objectif. Parce qu'il y a un objectif business dans Big aussi, ou Tu peux pas dirais sur l'événementiel, je peux pas te dire Big a généré 4 milliards de business. Non, J'en ça- saurais jamais rien. ça- Parce que c'est du temps long. Puis surtout qu'il y a pas de, on se on rend paye pas compte. sa place à Big. Alors déjà, on paye pas sa place, mais, surtout, Déjà. mais en dehors de ça, je vais pas après aller voir chaque entrepreneur en disant qui t'a rencontré, le suivre 2 ans après pour lui demander combien il a signé avec la personne. Enfin, c'est juste, mais ça, c'est toute personne qui fait de l'événementiel business dira, on sait que ça fait quelque chose, on sait pas ce que ça fait. Mais comment termes tu de mesures business. quand même, Moi, ce que je toi, mesure, l'impact et la réussite de ton événement? L'impact, c'est des métriques d'audience, des métriques de croissance d'audience aussi. Je vois bien que chaque Big, il y a plus d'inscrits, plus de monde sur place, etc. Il y a une métrique, ce qui est très important pour moi, c'est aussi la notion de parcours. En fait, ce que je regarde beaucoup et le travail qu'on fait en amont avec l'équipe sur le Big, c'est en fait que chaque entrepreneur, je ne sais pas si on parlera des communautés après, mais chaque typologie d'entrepreneur, en fait, retrouve un parcours très clair sur une journée. Et parce qu'on ne vient pas chercher la même chose quand on se pose la question de monter une boîte que quand on a déjà 10 000 salariés. Et puis même quand on a 10 000 salariés, il y a la moitié qui va se demander comment faire sa transition éco, l'autre moitié se demander comment mettre de l'IA dans sa boîte. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent préparer. Tu ne viens pas dans un événement où il y a 500 conférences à l'Accor Arena avec des salles partout sans avoir préparé ta feuille de route, en fait. Et donc, on les aide beaucoup. Et une des fiertés pour nous, c'est quand les gens arrivent avec OK, à telle heure j'ai Leur ça, to-do, quoi. à telle heure j'ai ça, à telle heure Leur j'ai ça. programme. Je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je vais trouver, je sais qui je veux rencontrer. Et ça, on travaille beaucoup avec les PME. C'est-à-dire qu'on leur demande avant, dans les territoires, qui ils ont envie de rencontrer sur Big, et on fait en sorte que les mises en relation se fassent à la mano. D'accord. Donc toi, tu habites, je sais pas, t'habites à Limoges, tu me dis, j'ai besoin de rencontrer une super boîte qui fait de la colle dans le Nord. Tu auras quelqu'un de BPI qui va te dire, OK, si tu l'as dit et tu l'as exprimé, tu as quelqu'un de BPI qui va te prendre par la main et qui va dire, tiens, va rencontrer lui, c'est lui qui fait de la colle dans le Nord. Donc on sait faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille chaque fois de manière plus fine, plus précise, chaque année, pour que à la fin, chaque entrepreneur reparte avec quelque chose. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui ont, je crois qu'il y a 2500 patrons de PME sur Big. C'est rare, hein. Des événements tech, il y en a plein, des événements grands groupes, il y en a plein, des événements tech et grands groupes, il y en a encore plus. 2000 PME sur un événement de tous les territoires de France, toi, tu les vois pas en fait. C'est des gens que tu vois pas ailleurs que dans les territoires. Et justement,
comment on va pas vous comparer, mais c'est quoi ta perception et ta vision d'un événement comme Vivatech? C'est fondamental et j'espère que c'est, je pense, le grand rassemblement de la tech européenne. Il y a quelques concurrents, hein, je ne dis pas que Vivatech est seul, Ouais, il y en a qui mais et puis il y en a qui arrivent, notamment des US, donc ils ont quelques batailles à mener, mais c'est fabuleux qu'il y ait un événement de cette taille-là et moi je pense que ça doit être extrêmement soutenu. Il faut qu'on le soutienne à fond et d'ailleurs BPI soutient Vivatech hein, et on travaille beaucoup ensemble parce que c'est fondamental que, et ça on veut, nous on appelle ça des totems. L'économie française est riche, hein. Le totem de la tech, c'est c'est Vivatech. Et d'ailleurs, depuis que j'ai pris mes fonctions, moi, c'est quelque chose que je veux développer beaucoup. C'est finalement d'identifier le grand totem par secteur d'activité, par type de boîte, de patronne, de patron, et en fait de les faire grandir, de grandir avec eux et de les accompagner à faire grandir les entrepreneurs. Donc Vivatech pour la tech, Global Industry pour l'industrie, et Ah, aussi tu veux créer ces grands événements voilà, pas créer, c'est pas qui moi qui les crée, rassemblent? c'est des Ouais. entrepreneurs qui les ont créés. Mais par contre, si nous, on peut apporter notre force de frappe, notre écosystème, enfin tout ce qu'on peut apporter, on l'apporte. On l'apporte, notre savoir-faire aussi en événementiel. Plutôt que créer mon événement industrie demain, je préfère soutenir Global Industry en fait. Et faire en sorte que Global Industry grandisse. Et ça, c'est un changement de paradigme, mais je pense que c'est fondamental parce qu'il n'y a que des équipes qui feront la réussite de chacune des économies françaises. Et Hmm. donc, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est créer des équipes. Et ça, je pense qu'on sait à peu près le faire. Et on le fait de plus en plus sur beaucoup de choses. La santé, l'industrie, la tech, etc. Et quelque chose aussi intéressant et pas commun dans l'événementiel français, j'ai l'impression que Big, c'est pas justement que des entrepreneurs. Vous mélangez beaucoup, enfin, vous apportez beaucoup de culture, de musique, de show dans ces Ouais, ouais, événements. ouais. Sur Big, c'est particulier parce qu'il y a l'idée de, comme je disais, de célébrer et de créer un moment. En fait, quand on crée un événement, je pense qu'une des grandes questions qu'on se pose, c'est comment créer de la mémoire. Et parce que quand on crée de la mémoire, derrière, on va se rappeler de qui on a rencontré, on va se rappeler qu'il faut le rappeler dans 2 semaines, on va se rappeler de beaucoup de choses. Et il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur est ultra sollicité. Quand vous êtes entrepreneur, je pense que vous pouvez aller à un événement par jour. Et encore, je suis gentil quand c'est Ah pas ouais, deux. ouais, c'est clair. Voilà, enfin, vous pouvez être dehors tous les soirs et vous allez du coup 3 soirs par semaine dehors. Donc de l'événement, vous vous en prenez, hein. Et donc des speakers, vous en prenez, des cocktails, vous en prenez. Enfin, voilà, c'est ça être entrepreneur, on passe son temps dehors. Donc si je crée un événement, moi, c'est pas pour que ce soit un énième événement où on va revoir le speaker qu'on a vu sur 3 événements avant. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un événement BPI? Un événement BPI, c'est moi, je pense que en tout cas, ce qu'on défend à chaque fois qu'on crée un événement et un des objectifs qu'on se met, c'est la proximité humaine. C'est comment on fait pour que les gens se parlent, les gens se rencontrent au maximum. Et donc, pour se parler et se rencontrer, le meilleur moyen, c'est de créer de la mémoire. Et la culture est un super vecteur et de rencontre. Donc, c'est un super icebreaker, on appelle ça comme ça Mhm. dans l'événementiel. Donc, un super briseur de glace. Et puis, après, c'est un super élément de mémoire. Je pense que tous les deux, si on ne se connaît pas, qu'on se rencontre dans le cadre devant une œuvre d'art dont on discute, on va se rappeler l'un de l'autre beaucoup plus que si on s'est simplement croisé avec une coupe de champagne parce que machin nous a mis en relation. Voilà. Donc on essaie de faire ça. Et puis après, il y a quand même aussi toute une tranche d'événements chez nous qui est dédiée à la culture parce on investit, je pense, plus d'1,5 milliard, quelque chose comme ça, dans les industries culturelles et créatives. Donc la Ah mode, le ouais. design, Ouais, ouais. la musique, les arts de vivre, Donc, tu essayes de faire un peu l'édition. le Bien matching et sûr. le Et mix. là, on va faire un événement, je ne sais pas quand sera diffusé le podcast, mais on va faire un événement fin novembre sur les industries culturelles et créatives. On sait qu'il y a 3500 personnes qui vont venir autour de... Et puis on est très fiers de ces industries-là. On parle des grandes marques de mode, on parle de grandes marques de jeux vidéo françaises, on parle de la musique, on parle de l'édition. Donc c'est pareil, ce soutien à cet écosystème dont on est très fiers, si on peut irriguer l'ensemble de nos événements avec, c'est très bien. Justement, dans l'événementiel, dans les souvenirs, il y a une politique. C'est une petite digression, hein. Et puis, juste pour recadrer, on va avoir encore une quinzaine de minutes. Ok. Dans l'événementiel, il y a, tu pourrais choisir, toi, en tant que patron de la com, de dire, bah, on va irriguer justement et on va financer toutes les initiatives françaises, comme vous financez tous les fonds presque. On va être Ouais, bien sûr. un peu Bah, sélectif et on va financer tous les événements.
Ouais, dans la Mais mesure non, de... j'ai l'impression que c'est pas la stratégie de BPI. Ça l'est peut-être un peu, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, alors si, Voilà. ça l'est, alors dans la mesure de nos moyens. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas toujours des moyens. C'est peut être aussi simplement des partenariats. Ouais, ou des Mais ressources mises à bien disposition, sûr. des, Donc si. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a eu notre propre stratégie événementielle et on a toujours, hein, bien sûr, nos événements bah, big et propriétaires, d'autres. Ouais. Big, le jour E, le We Are French Touch. Donc on a comme ça des grands événements, mais on en a, tu vois, sur 500 événements. On doit en avoir une quinzaine qui sont des grands événements BPI France, si tu veux. D'accord. Voilà. Après, il y a aussi tous les petits événements qu'on fait. Alors, petits événements, ce que nous, on appelle petits événements, Oui, mais parce que. c'est à 100, 200 Ouais. personnes sur un événement, donc territoire, etc. Donc, pour Excellence, par exemple, on en fait 70 par an. Donc, on fait des... Mais là, c'est plus lié à nos communautés, à nos groupes d'entrepreneurs qu'on met ensemble, qu'on anime comme on le fait nous-mêmes. Mais à côté de ça, je pense qu'on est partenaire de 150 événements dans l'année qui ne sont pas faits par nous. Et ces 150 événements, ça va de la rêve du MEDEF, en passant par le prix de l'entrepreneur de l'année d'EY, en passant par Vivatech, en passant par beaucoup de petits événements locaux sur la créa. On doit être sur une trentaine d'événements dans les territoires D'accord, quand même, ouais. qui est sur la création Ok. d'entreprise. L'entrepreneuriat dans les quartiers, on fait une tournée, on a labellisé, je sais plus, 60 événements qui sont dédiés à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et après, on intervient de différentes manières. Soit on met de l'argent, parce qu'on met, comme tout le monde, on fait un stand, on met nos équipes, on met des speakers, etc. Mais parfois, c'est simplement de la bonne collaboration. C'est que l'événement a besoin de grossir. Donc, nous, on a quand même une grosse force de frappe en com. Donc, on leur permet aussi on communique sur leur événement auprès de nos propres populations. Donc, on fait venir Oui, plus pour d'audience. amplifier tout On ça. amplifie en com. Ok. On fait venir nos médias, parce qu'on a nos médias. Donc, on les fait venir comme partenaires médias. Enfin, donc, en fait, la vérité, c'est que... Et en plus, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Je te parlais tout à l'heure des totems par communauté. Les totems par communauté, c'est de moins en moins des événements BPI. Je disais, c'est Global, c'est Vivatech, c'est Santexpo pour la santé. Donc, tous ces grands événements, et on pousse un maximum notamment la PQR qui crée des grands événements en local. On voudrait que ces totems ne soient pas parisiens. C'est pareil, hein. Il y a un événement qui est assez modèle pour nous. Il y en a deux, enfin, il y en a plein, c'est dur de citer. Mais par exemple, Tech Fest qui est à Grenoble. Tout à l'heure, je parlais de l'écosystème de la recherche et de l'entrepreneuriat dans la Deep Tech à Grenoble. Moi, j'étais très fier d'aller à Grenoble le matin, d'avoir un TGV rempli de Parisiens qui descendaient à Grenoble. Ouais, ça C'est assez rare quand même. c'est très rare. Voilà. Et on a envie de ça parce que le dynamisme entrepreneurial et innovation, industrie en région est juste dingue. Et nous, 95% de nos décisions d'investissement et de financement sont faites en région. Justement, j'aimerais profiter de t'avoir. On a utilisé plusieurs fois le mot communauté dans notre échange. Euh, Moi, en tant qu'ancien fondateur d'une plateforme de financement participatif, la communauté, c'est quelque chose qui me parle, qui toujours m'intrigue. Je trouve que le concept de communauté est hyper important et intéressant et de plus en plus, je pense, va prendre de plus en plus d'ampleur et de place dans les années futures. Toi, tu gères des tonnes de communautés, enfin en tout cas un ensemble de beaucoup de communautés. Comment déjà, c'est quoi pour toi une communauté? Comment tu la définirais? Comment tu gères les choses? Quelle est un peu ta vision de la communauté? Waouh. Ouais, c'est dur. Ouais, ouais. En fait, c'est Mais marrant, tu es un c'est marrant communicant, de se donc tu poser vois, la question faut parce pouvoir que, parler à plein de ouais, ouais, bien personnages sûr. Alors différents. voilà, le truc, si tu veux, un peu basique, c'est de se dire, on adresse toute l'économie, mais il y en a, dans cette économie, il y a plein de pans qui n'ont absolument pas les mêmes besoins et les mêmes enjeux. Et donc, comment on fait pour avoir une communication un peu chapeau qui va parler à tout le monde et en même temps essayer de répondre un peu à leurs objectifs individuels, quoi. Et donc ça a été, c'est finalement une espèce de base de réflexion de communicant qui se dit, OK, comment je fais pour Ça, avec adresser... l'humour, vous avez été très fort voilà. globalement. Ouais. Mais- Donc sur le chapeau, on Ouais, a sur le notre chapeau. ton, on est très canal 90, on y va, on est un peu impertinent et surtout on envoie des grands messages. Tu vois, c'est allez vous faire voir ailleurs pour l'international, c'est prenez industriel, prenez la grosse tech pour dire aux industriels, allez-y, mettez les pieds dans l'IA. Allez-y. Voilà, donc tout ça, c'est des messages globaux qui parlent à tout le monde. Et c'est notre com jaune, c'est nos médias aussi, Big Media, etc. Après, derrière, pour revenir aux communautés, c'est marrant parce qu'il y a eu la French Tech, on en parlait, qui a été quand même un grand moment de communauté, finalement. Oui. La première communauté, Absolument. on a tous été très fiers de voir nos startups envahir Las Vegas avec le coq rouge. Et en fait, si je fais un peu d'historique, quasiment toutes les communautés qui sont nées après, c'est des entrepreneurs qui sont venus nous voir.
C'est-à-dire que je pense que 2 ans, non, 3 ans après la French Tech, c'était 2013, donc 2016, un entrepreneur de Laval, un industriel, vient nous voir avec le coq bleu, déjà fait, hein. C'est pas il nous l'amène à Big et il dit c'est sympa la tech, mais nous on est là. Voilà. Nous les industriels, on veut aussi notre étendard, on veut notre musique, on veut notre équipe, on a des choses à dire quoi. Et ça après ça a continué, c'est-à-dire Ok. sur la touch ça a continué, sur la santé pareil, et il y a même des communautés où on a dit attendez les gars, parce que c'est du boulot. Attendez, les gars, il faut qu'on puisse. Je pense à la grille, par exemple, qui nous voit avec un coq en blé en disant nous aussi, on veut le nôtre, tu vois. Et donc, on essaye de répondre comme ça à ces grands enjeux, à ces propositions. Mais la réalité, c'est qu'il y a un besoin. C'est qu'en fait, on parlait de solitude tout à l'heure. Il y a un besoin de se Il y a un besoin rassembler, de il y a un se besoin de mettre en équipe. En fait, on s'identifier. a besoin de se mettre en équipe. On a des enjeux communs. On a des enjeux qui dépassent ce qui existe déjà, les fédérations, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, aujourd'hui, des soutiens aux entrepreneurs, des organisations, des fédérations, des clubs, mais finalement, par cette heure d'activité, je pense qu'il y a ce besoin de se dire, OK, on parle de la même chose, quoi. On parle de la même chose, on a des enjeux transverses et on a envie de se souder pour représenter quelque chose. Et donc, au départ, ces communautés qui ont été créées aussi pour aller conquérir un peu le monde, hein. Tu vois, la tech, c'est clairement la tech française qui va se promener dans le monde, quoi. Bah, en fait, c'est devenu aussi des éléments de rassemblement et des symboles de rassemblement nationaux autour de valeurs de réussite, de valeurs de partage, de valeurs d'optimisme, et puis de réflexion sur des enjeux. Et tu vois, moi, je n'ai pas du tout les mêmes enjeux avec la FAB, où je vais parler attractivité industrielle, export, innovation, transition éco, qu'avec les industries culturelles et créatives, Tu dois être complètement schizophrène. où je vais me dire, il y a la musique, le jeu vidéo, la mode, le design, c'est des trucs, c'est que des verticales qui cartonnent, mais ils se parlent pas. Donc, tu vois, en fait, par communauté, on a des enjeux, en fait, et à chaque fois, c'est tout le travail qu'on fait avec mon équipe, c'est de se dire quels sont les enjeux de chaque communauté auxquels nous, avec des outils de com, donc de l'événementiel, de la valorisation médiatique, de l'expertise, auxquels on peut répondre. Et en fait, tu as entre 3 et 4 enjeux par typologie d'entrepreneur. Donc, il y a le chapeau, tu les identifies et en plus, tu essayes Mm. de les faire matcher. Mm. Mais comment tu les animes? Alors, on les Tu anime vois, par. c'est quoi le secret? Ouais, ouais. On les anime. Déjà, on les anime pas de la même manière selon leurs propres enjeux. Tu vois, le coq vert, c'est un coq qu'on donne comme une médaille, quoi. Tu as fait un diag, tu as mis le pied dans la transition éco, tu as le droit au coq vert. Voilà. Le coq bleu, c'est n'importe qui a un site de production en France peut le télécharger sur Internet, le mettre sur la vitrine de son usine et dire je suis industriel et je suis fier. Et en fait, ces enjeux, c'est pas BPI avec l'équipe qui les décide. C'est construit En avec. fait, c'est fait par sur chaque communauté, on a une trentaine dans ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc parfois on les appelle les éclaireurs, les ambassadeurs. En tout cas, c'est une trentaine d'entrepreneurs qu'on a en WhatsApp tous les jours. Et avec eux, on se pose régulièrement en disant OK, c'est quoi vos enjeux du moment et comment on peut vous soutenir. Et donc l'animation, en fait, elle vient des besoins de ces entrepreneurs qui nous disent moi, j'ai besoin de la French Fab en ce moment, par exemple, en dehors de tout le problème d'attractivité autour de l'industrie française. Ils ont un vrai besoin de créer des communautés en local. Donc en fait, là, en ce moment, il y a eu la French Fab Hauts-de-France, là, il y a la French Fab Rhône-Alpes qui est née il y a 2 mois. Il y a la French Fab Centre-Val de Noire qui va naître. Et en fait, à chaque fois, ils nous disent moi, j'ai envie de créer mon pool aussi dans ma région. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me donner des outils? Est-ce que vous pouvez être là pour soutenir le mouvement? Et donc, on le fait. Donc, en fait, sur chaque communauté, à chaque moment, finalement, de vie, il y a des enjeux différents. Donc, en fait, c'est mouvant. C'est une stratégie qui est tout le temps vibrante, tout le temps mouvante, au rythme des grands enjeux des entrepreneurs de chacune des communautés. Et c'est aussi ça un peu ton job, c'est de faire ressortir aussi, mettre un peu plus en avant nos régions, Ouais, bien sûr. la force de nos régions, parce qu'on est très auto-centré, Île-de-France, Ouais. soit dans l'investissement et beaucoup de choses. Mais ton job à toi, dans Mon la job, c'est de com, montrer qu'on a un pays incroyable, un pays innovant, entreprenant, dynamique, et de faire en sorte que les Français soient fiers de leurs entrepreneurs. Et en plus, et pas de fiers de rôle modèle. C'est pas ce que je cherche, moi, c'est pas cette fierté à l'américaine où il y en a 3 dont on a tous le nom, tout le monde les connaît, on se dit waouh, ils sont incroyables. C'est pas ça. J'aimerais presque qu'il y ait une fierté
autour de grands secteurs, autour de grandes communautés. J'aimerais que les Français soient fiers de leur French Fab. Ouais. J'aimerais que les Français, donc c'est un peu utopiste hein, quand je dis ça, c'est dur parce qu'on a besoin de s'identifier, on a besoin de, je sais bien, et malheureusement Ah, on aujourd'hui quand prendra tu des dis, grands de chaque communauté. ouais, ou des grandes chaque communauté, mais on aura, en tout cas pour l'instant, on n'a pas la taille des entrepreneurs de Bezos, de Steve Jobs, de Musk, voilà, on n'a pas cette taille-là d'entrepreneurs aujourd'hui Bon, et on a encore du boulot. Bernard Arnault, Alors oui, ouais, quand même. ouais, bien sûr, Et, et on rêverait et des Niel, et nous, ce Enco. qu'on veut, et nous on trouve que ces gens-là, Niel, Bernard Arnault et autres grands patrons, grands pilotes de navires du Ouais. CAC, etc. C'est quand même des gens qui ont été entrepreneurs, c'est des gens qui ont démarré, c'est des gens qui ont eu des réussites incroyables. Et voilà, on a mis 10 ans, on parlait de depuis 2013, on a mis 10 ans à aimer le mot entrepreneur. Je pense que maintenant les gens aiment le mot entrepreneur. Il va falloir qu'on aime le mot grand patron, quoi. Et ça, Et c'est intéressant il y a ce que tu peut-être dis parce encore que 10 ans à faire pour que les gens soient fiers de leur grand patron. et moi je fais un Mm. pari, c'est qu'on a mis 10 ans, voire 15 ans à avoir en effet adopté le mot entrepreneur et que ce soit quelque chose de cool. Je pense que la prochaine chose qui sera cool, c'est d'adopter le mot investisseur. Tu vois, Ouais, c'est d'être un investisseur ou grand investisseur. patron. Ou grand patron. Et donc, mais non, parce que je pense que tout le monde peut être un investisseur et doit faire attention à ses finances personnelles. C'est un autre sujet, mais je pense que c'est un vrai terme, un vrai débat où justement c'est une culture, puisqu'on n'a Ouais, pas cette bien sûr. culture de l'investissement Non. comparé à nos amis anglo-saxons. Ouais, et puis on a aussi cette vision que c'est un peu sale. Et ça, Exactement. enfin, une entreprise a besoin de fonds pour se développer. Et ça, il faut le dire, le redire. Et donc, il y a besoin d'investisseurs. En fait, rien ne marche de manière silotée. Et c'est Big, hein. Big, c'est un grand rassemblement de l'entrepreneur, mais de tout ce petit monde qui est autour, qui fait que l'entrepreneur fait monter son entreprise, qui va des salariés aux investisseurs, aux institutions qui soutiennent. En fait, tout ça, c'est une équipe. Et pour revenir au mot communauté, créer des communautés, c'est créer des équipes complètes, solides, qui font marcher un projet sur soit un secteur d'activité, soit une mission type la transition éco. Donc oui, il faut qu'on génère de la fierté et oui, il faut qu'on se rappelle, parce que ça va aussi avec le truc du grand patron, il faut qu'on se rappelle que l'entreprise et le grand groupe aussi beaucoup hein, est au centre du contrat social français, quoi. Bon, on va passer à notre dernière petite, parce qu'on pourrait parler des heures hein, et on ne nous arrêterait jamais. Peut-être, si tu pouvais quand même me partager, j'aime bien poser ces questions, puis surtout un peu sans langue de bois, tu vois, tu joues avec notre argent public. Non, bah, quels sont un peu Est-ce que tu pourrais nous partager un bel échec? Parce que quand on est... moi, j'aime bien quand même parler des échecs, tout simplement parce que c'est souvent ceux qui nous permettent d'apprendre le mieux. Euh, et Je sais pas si, enfin, alors des échecs, il y en a eu 1000, parce que déjà on prend du risque. Donc prendre du risque égale, comme les VC, c'est se dire, parfois on perd. voilà, Voilà. je crois en X projet, il y en a X qui vont marcher, il y en a en tout cas peut-être un peu moins qui vont marcher et beaucoup qui risquent de tomber. Donc ça, c'est le jeu de l'investissement. Voilà, et tous les VC, je pense, te disent la même chose à ce micro, c'est que quand on prend du risque, on accepte de prendre du risque. Voilà. Et donc nous, on prend du risque de manière mesurée, bien sûr. On le prend rarement seul. On aime bien dire qu'on est le co-tout, nous. Hein. Donc on fait tout avec d'autres investisseurs, avec des banquiers, avec des partenaires. Donc on est souvent en co, mais oui, on prend du risque. Donc forcément, il y a de l'échec dans la prise de risque. Et parfois, on nous reproche sur les réseaux polémiques, X, etc. Ah oui. Ok. On nous dit, ouais, dépense l'argent public, X millions dans telle boîte qui s'est cassé la gueule. Bah ouais, mais on a mis X millions dans l'autre qui a cartonné. Enfin, c'est le jeu de l'investissement, quoi. Et les équipes sont formidables, hyper expertes. Après, si on décide de prendre du risque, on en prend. Voilà. Après, on a aussi... Enfin... c'est pas des échecs, mais c'est qu'on est très early adopter. C'est-à-dire quand on croit à quelque chose, on y va, nous. On réfléchit pas 2 heures. On a un modèle très entrepreneurial, quoi. Enfin, on réfléchit pas 2 ans plutôt. On réfléchit peut-être 2 heures quand même, mais pas 2 ans. et typiquement, sur l'industrie, au départ, notre plan industrie, c'était de dire on soutient à fond les grandes cathédrales, donc les gigafactories. On soutient aussi le développement des PME en inno et en extension de sites, etc. Et on soutient les startups industrielles. On se rend compte qu'on y a été très fort dans les gigafactories. Et en fait, on se rend compte que c'est un
métier de créer une gigafactory, que c'est des enjeux qu'on ne maîtrise pas complètement, que ça va prendre plus de temps que prévu. Et donc, on rééquilibre, en fait. On rééquilibre nos investissements et on se dit, sur le plan industrie, on va bien sûr continuer de soutenir des grands projets de développement. Mais derrière, on va aussi mettre peut-être un peu plus de focus sur les PME qui sont déjà assez stables et sur de la croissance plus lente, tu vois. Donc, en fait, on a aussi des rééquilibrages de stratégie. Mais c'est vrai qu'on a une tendance très entrepreneuriale à croire en quelque chose et on avance, quoi. Et la réalité, pour reprendre l'autre pendant, c'est qu'en fait, on réussit quand même beaucoup de choses aussi. Et c'est le modèle BPI dont je parlais tout à l'heure qui est assez exceptionnel. Et je défends pas ma paroisse. Enfin, comme on l'a dit pendant toute l'émission, hein, moi je suis entrepreneur, je suis arrivé dans cette grande machine, mais qui est magnifique. Et ça, je suis obligé de le dire. Et justement, pour orienter un peu les entrepreneurs, si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs, maintenant que tu bosses, que tu représentes BPI, si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est quoi, quelle serait la bonne manière finalement d'aborder BPI France, quoi? Tu vois, La, la- la- la meilleure manière pardon, d'aborder BPI France, à part aller à Big. c'est déjà de venir nous voir. En fait, hein. C'est une grande maison avec, comme je le disais, beaucoup de solutions, produits, offres, accompagnement, etc. Et en fait, j'ai dit ça parce que un de mes premiers casse-têtes quand je suis arrivé chez BPI, ça a été de refaire le site internet de la maison. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire un truc simple? C'est un truc avec autant Voilà, d'offres. enfin, dans tout ce qu'on a là, comment je peux. Donc, on a des métiers à présenter, ça c'est facile, il y en a 5-6, tu vois. Mais après, Ouais. derrière, si on commence à essayer de créer un parcours qui fait que tu vas savoir quel produit est pour toi, forcément, à un moment, tu vas être jeté du parcours. Tu vois, t'as quel âge, t'habites où, c'est quoi ton secteur d'activité. On connaît bien ces trucs de tunnels là où tout le monde finit par dire c'est fait pour soutenir personne. Et moi, ça, je veux surtout pas ça parce que c'est pas BPI. Donc, un entrepreneur, moi, ce que j'ai dit, c'est d'aller voir. On a 50 implantations en France. Il faut aller voir les gens chez BPI. Ils sont là, ils sont accessibles, ils connaissent les entrepreneurs, donc ils comprennent tout de suite ce que vous avez à C'est dire. une très grande Et force, surtout, ils vont très vite. Et surtout, ils vont très vite savoir soit vous proposer ce qu'on a proposé, soit vous orienter. Je parlais de rôle de GPS tout à l'heure. C'est extrêmement important. Ce rôle de GPS, il est fondamental pour tout le monde chez nous. Et à chaque fois, on vous orientera là où il faut pour frapper à la bonne porte, quoi. Donc ça, c'est sur l'entrepreneur qui a plus de 3 ans. Après moins de 3 ans, c'est les réseaux d'accompagnement. Et là, une de mes missions, on parlait des communautés, c'est de rappeler la force d'être accompagné quand on est entrepreneur. On a une chance d'avoir un tissu associatif, institutionnel, extrêmement vif autour de l'accompagnement du créateur d'entreprise. Il faut frapper à la porte, quoi. Et un de mes sujets, moi, c'est le faire savoir autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, de gens qui n'ont pas accès à l'information comme on peut avoir accès pour beaucoup, qui pensent qu'entreprendre, c'est une histoire seule, il n'y a personne, on ne trouve pas d'argent, c'est dur. Alors qu'en fait, c'est pas ça, l'entrepreneuriat. Donc, il faut qu'on les aide à aller frapper aux portes des réseaux d'accompagnement. C'est quoi the next big thing que tu dois faire on n'est même pas à novembre, l'événement, c'est voilà, ta feuille de route 2026 et même, tu sais quoi, le jour où tu sortiras de BPI, tu te diras, c'est ça c'est ça l'objectif que je me suis fixé, j'y suis presque arrivé ou j'y suis arrivé, c'est quoi? Ouais, alors c'est extrêmement dur de répondre à cette question chez les pays. Parce que comme on a des plans sur plein de choses, tu vois, je serais aussi fier d'avoir réussi à ce que les Français soient fiers de leurs industries et que les jeunes aillent bosser, que d'avoir réussi à faire la transition éco de 20 000 boîtes. Pas moi, mais que BPI ait réussi à faire la transition éco de 20 000 boîtes. Tu vois, des fiertés, on a un générateur de fierté presque. On aime bien dire qu'on est une psychobanque. On a une espèce de générateur de fierté. Pour l'externe, on l'expert, mais pour l'interne, c'est sûr. Et donc, c'est dur de répondre à cette question. Mais si moi, je dois me fixer un enjeu sur mon métier et sur mon prisme à moi, je veux que les Français sachent qu'il y a ce truc qui s'appelle BPI France, qui en fait est là comme une épaule solide pour chaque personne qui a envie de rentrer dans une démarche entrepreneuriale. Et que les gens le comprennent, qu'ils sachent que ça existe. Je pense qu'aujourd'hui, on nous connaît bien dans le monde économique. On nous a connus un petit peu plus grâce au PGE, notamment pendant la période du Covid. On a été très, très actifs et très vifs. Voilà. Mais je pense qu'il y a encore un déficit de connaissance du grand public de cette institution au service des entrepreneurs. Et elle mérite d'être connue parce que, pas pour être connue, mais simplement parce qu'en fait, quand on interroge les gens, il y a beaucoup de gens qui se disent « moi, j'aimerais bien y aller ».
Et on a besoin d'entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui vont bâtir le pays. Je ne veux pas entrer dans des discours politiques, mais à un moment, nos jeunes, il faut qu'ils ils vont construire leur avenir et il faut qu'ils sachent qu'il y a du monde pour les accompagner. Et si je dois me fixer, moi, un objectif 26, on va commencer par ça, c'est de faire en sorte que chaque Français sache que s'il a envie, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, hein, mais s'il a envie de mettre le pied dedans, ou s'il est dedans et qu'il a envie de se développer, il y a du monde pour l'accompagner. Eh bien, merci beaucoup, Julien, pour cet entretien émission. Et ben, pour conclure, quant à nous, on va se retrouver dans une quinzaine de jours pour une prochaine émission de Entretien avec un VC. À bientôt. Merci, Julien. Merci à toi.